Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue avec nous sur Radio Wave. Aujourd'hui, on va faire une analyse un peu spéciale. Imaginez la scène. On est mi-décembre 2025, à Safi. Des pluies d'une violence inouïe s'abattent sur la ville et l'ancienne Médina, ce cœur historique, se retrouve littéralement sous les eaux. C'est une image de chaos, vraiment. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur la catastrophe en elle-même, on va plutôt se pencher sur la réponse. On a ici toute une série de documents qui décortiquent l'intervention d'urgence qui a été menée par le groupe OCP via son initiative Act for Community. Et la question qui nous intéresse, c'est de comprendre comment une action d'urgence a pu devenir un cas d'école, un modèle de ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise. Et c'est un point de départ qui est essentiel, parce que ce qui frappe tout de suite quand on lit ces analyses, c'est qu'on est à l'opposé du mécénat classique. C'est-à-dire Il ne s'agissait pas de signer un chèque à distance et puis de souhaiter bonne chance. Là, on parle d'une implication directe, sur le terrain, d'une projection de moyens humains, de moyens matériels, au cœur même du sinistre. Et le tout en coordination très très étroite avec les autorités locales. La nuance, elle est fondamentale. L'entreprise, elle ne s'est pas positionnée comme un simple portefeuille, mais comme un partenaire actif dans la gestion de la crise. D'accord, alors explorons cette mécanique. Les documents, ils articulent toute l'opération autour de 3 grands axes stratégiques. Le premier, le plus évident dans une situation d'inondation, c'est l'urgence sanitaire. L'opération était baptisée Médina Santé. Mais derrière ce nom, il y a une philosophie assez surprenante. Oui, et c'est le premier concept qui est vraiment marquant, la médecine de l'avant. La médecine de l'avant. C'est une approche presque militaire dans sa logique. L'idée, ce n'était pas de monter des hôpitaux de campagne pour soigner les gens une fois qu'ils tombaient malades. Ce qui est le risque majeur, j'imagine. Exactement, le risque majeur après une inondation. Non, l'idée c'était d'aller au-devant de la maladie pour l'empêcher d'éclore. C'était une véritable frappe préventive contre un risque épidémique. Une frappe préventive, j'aime beaucoup l'image. Ça change complètement la perspective. On n'est plus dans une logique passive où on attend que les victimes arrivent, mais dans une sorte de chasse active aux futurs problèmes de santé. Concrètement, ça s'est traduit comment sur le terrain, Sam ? Par le déploiement d'une grande caravane médicale multidisciplinaire au cœur de la zone touchée. Il faut y penser, Dans une situation post-inondation, on a le cocktail parfait pour une crise sanitaire. L'eau contaminée, tout ça ? L'eau contaminée, la promiscuité, l'humidité, c'est un bouillon de culture pour les maladies risques d'une deuxième catastrophe, sanitaire cette fois. Et elle peut être pire que la première. Donc en agissant en amont, on coupe l'herbe sous le pied à cette deuxième vague, en quelque sorte. Précisément. Et les moyens étaient conséquents. Les rapports parlent de plus de 50 médecins et infirmiers mobilisés. Des caravanes médicales mobiles qui sillonnaient les quartiers pour aller vers les gens. Et un point qui est souvent l'angle mort de ces interventions, une cellule d'urgence psychologique a été mise en place. Ah, ça c'est crucial. Oui, parce que le traumatisme d'une inondation, la perte de sa maison, de ses biens, c'est une blessure qui est invisible, mais elle est très profonde. C'est un point essentiel, oui. Une fois qu'on a soigné les corps et tenté d'apaiser les esprits, il reste un obstacle physique majeur. La ville elle-même est paralysée. La Médina, c'est un labyrinthe de ruelles étroites qui sont maintenant remplies de boue, de débris. Ça me semble être un casse-tête logistique insoluble. Comment est-ce qu'on intervient dans un endroit pareil sans tout détruire ? C'est le deuxième grand défi, et la réponse a été incroyablement intelligente. Ils ont mené une opération à 2 vitesses. À 2 vitesses ? Ouais. D'un côté, une intervention lourde, quasi industrielle, à un point d'accès stratégique, Bab Chaba, Là, il fallait de la puissance de feu. pour dégager des tonnes de débris, de boue, même des troncs d'arbres. C'était la phase force brute, si on veut. D'accord, pour ouvrir une brèche. Mais ça ne résout pas le problème des centaines de petites ruelles là où les engins ne passent pas. Et c'est là que la deuxième vitesse entre en jeu. C'est ce qu'on pourrait appeler la micro-logistique. Et c'est là qu'on tombe sur un autre concept fascinant qui ressort des analyses, la logistique du dernier kilomètre. La logistique du dernier kilomètre. Ça, c'est un terme qu'on entend plutôt chez Amazon ou les services de livraison. Exactement. C'est un terme qui a été voulé au monde de l'e-commerce, mais ici, il a été complètement retourné. Au lieu de livrer un colis à un client, l'idée c'était de livrer de l'aide, de déblayer les gravats, de vérifier l'état des maisons, personne par personne, porte par porte. C'est l'application d'un concept ultra-capitaliste à une mission profondément humaine, en fait. C'est ça. Dans ces ruelles où rien de plus gros qu'une brouette ne peut passer, la technologie, c'est l'humain. On imagine la scène, des chaînes humaines, des escouades de volontaires, avec des pelles, des brouettes, un vrai travail de fourmi. Les chiffres donnent une idée de l'ampleur. Plus de 100 agents et volontaires mobilisés juste pour ce travail manuel. Et cette combinaison, c'était la seule qui était viable. Appliquer une solution unique, comme de gros engins partout, ça aurait été un échec.
C'est une grande leçon d'adaptation au terrain. Oui, Mais cette approche, elle a eu un effet secondaire qui va bien au-delà du simple nettoyage. En allant de porte en porte, ces équipes, elles ne faisaient pas que déblayer. Elles évaluaient les dégâts, mais surtout, elles identifiaient les personnes les plus isolées. les notes mentionnent spécifiquement le cas de femmes âgées, souvent seules et dans l'incapacité de se déplacer. Voilà. Et c'est à ce moment précis que l'opération logistique se transforme en mission humaine. On ne déblaye plus seulement une rue. On s'assure qu'une personne âgée a de l'eau potable, de la nourriture ou simplement un peu de réconfort. L'efficacité technique se double d'une proximité, d'une empathie qui devient le cœur du réacteur de toute l'opération. Donc la ville est de nouveau accessible physiquement et la menace sanitaire est contenue. Mais une communauté, ce n'est pas juste des rues propres et des gens en bonne santé. Je pense à l'impact psychologique à plus long terme, surtout sur les plus jeunes. Comment on reconstruit un sentiment de normalité après un tel choc? C'est la question qui mène directement au troisième pilier de l'intervention, celui qui montre une vision à long terme, l'axe éducation et jeunesse. Une fois l'urgence vitale gérée, la question devient comment on répare la communauté? Et souvent, la réponse, elle commence par les enfants. L'action phare, si je l'ai bien, a été la réhabilitation complète de l'école Abdallah Ibrahim. Mais est-ce que rénover une école, ce n'est pas juste réparer un bâtiment? Quelle est la portée réelle de ce geste? C'est bien plus que ça. Pour un enfant qui a vu sa maison inondée, qui a peut-être tout perdu, l'école, ce n'est pas qu'un lieu d'apprentissage. C'est un repère. C'est un point d'ancrage. C'est le retour à une routine, à un cadre sécurisant, à des visages familiers. C'est un signal puissant qui dit « le chaos est terminé, la vie reprend son cours ». Dans une situation de crise, les enfants sont des éponges à stress post-traumatique. Leur redonner leur école, ce n'est pas seulement investir dans des murs, c'est investir directement dans la résilience de toute une génération. D'accord, donc on a une approche en 3 temps. La santé d'abord, la logistique ensuite et l'éducation pour l'avenir. Sur le papier, ces 3 piliers semblent parfaits, presque trop parfaits. Honnêtement, ça pourrait être le plan de communication de n'importe quelle grande entreprise en situation de crise. Qu'est-ce qui, d'après les sources, a fait que cette fois-ci, ça a réellement fonctionné sur le terrain? Quel a été l'ingrédient secret pour que ce ne soit pas juste de la poudre aux yeux? C'est une excellente question, et c'est le point le plus subtil de l'analyse. Le secret, il n'est pas dans les piliers eux-mêmes, mais dans le lien qui les a tenus ensemble. Le véritable moteur de cette réussite, c'est une alliance stratégique. Le CP n'a pas agi seul en cavalier solitaire. Ah, c'est le 4e point qui ressortait. Les partenaires. On a la délégation provinciale de la santé, bien sûr, et on a aussi l'INDH et une association locale, Ayadi Beida. Pour ceux qui ne sont pas familiers, qu'est-ce que l'INDH exactement? L'INDH, c'est l'Initiative nationale pour le développement humain. C'est en quelque sorte le grand programme de l'État marocain pour lutter contre la précarité et l'exclusion sociale. Leur présence dans l'Alliance apporte 2 choses, la légitimité institutionnelle et une capacité de coordination à grande échelle. Ils s'assurent que ça s'intègre bien. Oui, ils s'assurent que l'action privée s'intègre parfaitement dans la réponse globale des autorités publiques. C'est le garant de la cohérence. D'accord. Donc on a la puissance de frappe d'un grand groupe industriel et la légitimité de l'État. Et puis, il y a ce 3e acteur, l'association locale. Quel rôle peut-elle jouer face à ces 2 géants? Le rôle le plus crucial, l'association Ayadi Beida, c'est l'ancrage dans le réel. Ce sont les yeux et les oreilles sur le terrain. Ce sont eux qui connaissent les familles, qui savent quelle personne âgée vit seule au fond de telle impasse, quelle famille a des besoins spécifiques. C'est un peu un GPS humain, en fait. Un GPS humain et social, c'est exactement ça. Ils permettent de diriger l'aide avec une précision chirurgicale. Ils garantissent que les ressources massives qui sont déployées arrivent bien à ceux qui en ont le plus besoin et pas seulement aux plus visibles, aux plus bruyants. C'est cette symbiose, Entre la puissance, la légitimité et la connaissance du terrain. c'est ça qui a tout changé. C'est fascinant. Alors, au final, une fois les rues nettoyées et l'école rouverte, qu'est-ce qu'il en reste vraiment? Est-ce que les sources nous donnent une idée de l'impact à long terme, au-delà des chiffres de déblayement ou du nombre de consultations médicales? Oui, et c'est peut-être le résultat le plus intéressant. Les rapports parlent d'un double bilan. Il y a le bilan opérationnel, quantifiable, la médina est propre, la menace sanitaire est écartée, les enfants sont à l'école. Mais il y a un deuxième bilan, immatériel, qu'un des analystes a qualifié de « victoire des cœurs ». Une victoire des cœurs, c'est une expression très forte. Qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Ça signifie que l'impact le plus durable n'est pas matériel, il est social. D'après les analyses, cette perception est due à 2 qualités de l'intervention, la proximité et l'humilité. L'humilité. Oui, les équipes n'ont pas agi depuis des bureaux climatisés. Elles étaient sur le terrain, dans la boue, au contact direct des habitants. Cette volonté de faire avec les gens, et pas seulement pour eux, a brisé une distance et a créé un lien de confiance qui est extrêmement fort. Donc la réponse à la crise a finalement généré quelque chose de positif. Un capital social qui n'existait peut-être pas avec cette intensité auparavant. Absolument. Le résultat final, au-delà du retour à la normale, c'est un renforcement du lien entre un acteur économique majeur de la région et sa communauté. La crise a agi comme un révélateur. Et la nature de la réponse a transformé la perception de l'entreprise. Elle n'est plus vue seulement comme un employeur ou une entité économique, mais comme un voisin solidaire. D'une tragédie est né un lien social renforcé. Alors si on devait résumer, qu'est-ce qui fait que cette intervention sort du lot et qu'elle est présentée comme un modèle ? Si on distille l'essentiel de ce qu'on vient de voir, il y a 4 éléments clés qui émergent. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est avant tout une question de stratégie. Premièrement, la proactivité. Attaquer la crise sanitaire avant qu'elle n'arrive. Ok. Deuxièmement, l'adaptabilité. La logistique à 2 vitesses. Sur mesure pour le terrain. Oui. Troisièmement, la vision à long terme. Le focus sur les enfants pour reconstruire l'avenir. Et enfin, le catalyseur de tout le reste, la collaboration. Cette alliance intelligente entre le privé, le public et l'associatif. C'est la combinaison de ces 4 piliers qui transforme une simple opération d'aide en un véritable modèle de responsabilité sociétale en action. Ce cas est présenté comme un modèle de RSE d'urgence. Et ça nous laisse avec une question plus large, à méditer. Dans un monde où les crises, notamment climatiques, risquent de se multiplier, quelle est la place et la responsabilité des grandes entreprises ? Ce modèle, qui a su combiner l'efficacité industrielle et la proximité humaine, l'ingénierie lourde et la simple brouette, est-ce qu'il pourrait devenir la nouvelle norme, le nouveau standard que l'on devrait attendre de l'engagement sociétal des corporations face aux immenses défis qui nous attendent ?